back. Bonsoir YouTube. Coucou. Ah non, pardon, Twitch. Bonsoir Twitch. Bonsoir YouTube aussi. Bonsoir YouTube aussi, mais plus tard. Plus tard. En rediffusion. Exactement. Adrien, de quoi allons-nous parler aujourd'hui ? Nous sommes en 2006, la veille de Noël. En ce jour froid et triste, s'éteint dans le silence une légende dont l'ombre pèsera longtemps sur l'histoire française. Dans une triste maison de retraite de Colombes, bon, peut-être pas triste, en fait, j'ai pas trouvé d'image de la maison de retraite, oublié de tous, sans famille, Jacques Rosemary vient de pousser son dernier soupir. Sorti de prison 4 ans plus tôt, l'homme qui pendant des années regarda les Français droit dans les yeux pour leur demander de lui donner de l'argent pour lutter contre le cancer était méconnaissable. Le pauvre a connu toutes les épreuves, toutes les infamies, condamné à une lourde peine de prison et à une énorme amende, confisqué sa jolie villa de Bandol, confisqué ses 2 appartements parisiens, ses meubles, son bateau et même son petit compte en Suisse qui lui venait de sa maman. Il a été déchu de la Légion d'honneur et le conseil d'administration de l'organisation qu'il avait créée de ses mains pour lutter contre le cancer l'a même mis à la porte. Alors qu'il voit sa fin approcher, son nom et son visage devenus synonymes pour tous les Français de grand escroc, il n'a pas pu s'empêcher de se demander « Mais comment suis-je arrivé là ?» C'était parfait. Vous aurez reconnu Citizen Kane dans l'image, hein. Jacques Rosemary qui a inventé le charity business moderne en France, le scandale de l'Arc. Hello, j'ai réussi à dégager un peu de temps et je me suis dit que ce serait cool de donner un petit peu plus de visibilité à ce live que j'ai enregistré il y a des années avec Adrien sur le scandale de l'ARC, donc le scandale de financement de la recherche contre le cancer dans les années 90. Et je vais en profiter pour ajouter une petite réflexion perso en fin de vidéo et dresser des parallèles peut-être pertinents, peut-être tout pété entre le scandale de l'ARC et ce qui se passe aux États-Unis avec Musk. Dernier disclaimer, on va aussi parler de l'abbé Pierre à un moment donné, on a enregistré ça bien avant le scandale, on ne l'aurait pas du tout traité de la même manière maintenant. Pareil, je reviendrai dessus en fin de vidéo. Comment on en est arrivé là, David ? Où est-ce qu'on a trouvé toutes les informations ? Ouais, on a un petit peu eu l'idée lors d'une visite de la Cour des comptes. Il y avait ce joli petit fascicule. Conseil et publication de la Cour des comptes sur différents sujets, différents scandales. Il y en a un que j'ai sur les finances du baron Haussmann, par exemple, qui déjà à l'époque avait été contrôlé par la Cour des comptes parce que c'est un truc très ancien. C'est parfois un peu, comme on va dire, abrupt. C'est très comptable des fois, mais il y a des détails que vous trouverez nulle part ailleurs. Disons que c'est pas exactement des rapports, mais c'est des rapports de rapports en fait. Ouais, c'est des rapports de rapports à destination à la base à être interne à la Cour des comptes. Il y a des petites blagues de commissaire de la Cour des comptes que tu ne comprends pas forcément de manière évidente si jamais tu n'es pas commissaire à la Cour des comptes. Néanmoins, c'est un point de vue très intéressant de voir l'humour qu'il y a à l'intérieur de ce truc très indépendant de toutes les autres institutions françaises. Il y a une autre source qu'on a trouvée un petit peu après. C'était un petit peu compliqué, en gros, de retrouver des articles de presse sur le scandale de l'ARC, parce que c'est un petit peu avant Internet ou au moment de l'arrivée d'Internet. Il y en a quelques-uns qui sont sympas, voilà, qu'on trouve online. Il y a des articles numérisés, mais c'est pas la majorité. Et en fouillant, j'ai eu la chance de trouver un monsieur qui vendait une centaine de coupures de presse sur l'Arc, sur Amazon. De l'époque, que vous voyez en photo à côté du petit livret de la Cour des comptes. Et du coup, on a eu le bonheur d'enquêter comme à l'ancienne, avec des coupures de journaux. De faire une synthèse. Ouais, voilà. Et ça nous permet de nous replonger dans l'ambiance de l'époque. Les découvertes au fur et à mesure. Sachant que les coupures de journaux s'étalent quand même sur presque 10 ans, je pense. Partie 1, Jacques Rosemary, sa vie, son œuvre. Jacques Rosemary, qui c'était ? Fils d'un industriel et qui est allé au lycée Michelet à Vanves et qui a fait donc du coup une école d'ingénieur forcément, l'école française de radioélectricité. C'est un nom qui me dit quelque chose, David. Est-ce que tu connais quelque chose sur l'école française de radioélectricité ? Alors voilà, c'est l'une des raisons pour lesquelles le profil de Rosemary m'intrigue depuis un moment, ça, et que on a l'un et l'autre des souvenirs de l'époque où il nous regardait droit dans les yeux à la télévision pour nous dire de donner de l'argent pour le cancer quand on était tout petit. On voyait ça entre nos dessins animés, c'était chiant. Mais ingénieur de l'école française de radioélectricité, en fait, c'est
l'autre nom, l'ancien nom de l'EFRE, qui est l'école d'ingénieurs que j'ai fait moi-même. Ça alors et tu as croisé des gens bien dans ton école. Alors, je n'ai jamais croisé Jacques Rosemarie et il est... disons que l'EFRE ne se vante pas à outre mesure de le compter parmi ses anciens élèves. C'est pas le pire d'ailleurs, mais bon, c'est pas de leur faute. Un homme qui a été chef de section administrative en 48 à l'Office national d'études et de recherche aéronautique, qui a été adjoint au chef de la soufflerie du Mont Lachat en Haute-Savoie. Alors, pour commencer un petit peu par les trucs plutôt gentils sur Jacques Rosemarie, a priori, c'est un ancien résistant. En tout cas, il l'affirmait, il n'y a pas de raison de ne pas le croire là-dessus. Il a été arrêté par la police allemande pendant la guerre. Il a fait 2 ans en Indochine, ce qui, moi, m'étonne un tout petit peu, parce qu'en fait, de mémoire, les tours de soldats en Indochine étaient de 30 mois, pas de 24, donc je suis un peu surpris qu'il soit parti plus tôt. Mais il n'y a aucun document que je peux trouver sur Internet qui explique ça, donc je ne me permettrai pas de l'accuser de lâcheté ou d'avoir été renvoyé. Et puis, on ne va pas aller trop dans le détail, mais on voit qu'il a navigué entre différents laboratoires du CNRS, différents postes au CNRS où il a eu des fonctions administratives élevées, on va dire, et la création de l'ARC, donc cette association qui rassemblait des dons pour la recherche contre le cancer. Il a navigué un petit peu entre ces 2 casquettes et dans les années 70, premier problème qui était révélé au public, globalement il y avait un système de surfacturation où Jacques Rosemarie, directeur de labo, faisait payer ses factures par Jacques Rosemarie, président de l'ARC, factures qui étaient émises par des amis de Jacques Rosemarie. Et étant donné que Jacques Rosemarie intervenait aux 3 endroits, ça passait relativement inaperçu jusqu'à ce qu'il se fasse quand même pincer dans les années 70. Mais, il avait déjà commencé à préparer son système dans les années 70. Administrateur des laboratoires de primatologie et d'ultracentrifugation analytique. Je sens qu'il y a quelque chose de rigolo à dire là-dessus. Alors, de ce que je comprends, donc ce labo qui était, si je dis pas de bêtises, un labo de Villejuif et un labo de l'Institut où Jacques Rosemarie bossait, qui était concentré sur la recherche contre le cancer, je crois qu'il contrôlait plus ou moins l'animalerie. Une position de pouvoir à la fois pour pouvoir nouer des relations et puis pour pouvoir un petit peu faire une sorte de chantage en mode tu n'auras pas accès à tel ou tel animal pour mener ton étude si jamais tu ne passes pas par moi. C'était aussi quelqu'un de sobre, qui n'avait pas de passe-temps trop cher. On est allé regarder sur sa page de Woozoo. Il a une petite section oui, parce que sa page de Woozoo existe toujours. C'est d'ailleurs ce que vous êtes en train de voir, c'est sa page de Woozoo. Bizarrement, ne contient aucune mention des multiples condamnations ou des petits problèmes qu'il a eu avec la justice. Mais donc, il aime faire du ski, du tennis, de la chasse et de l'équitation. Oui, et il est membre fondateur de la Maison de la Chasse et de la Nature, et pendant le procès, l'un des accusés va se défendre en disant mon client n'allait pas en Sologne, ne chassait pas, n'allait pas à Ibiza, comme preuve qu'il ne faisait pas partie du réseau de Rosemarie. Ouais. Rosemarie était très amateur de chasse en Afrique financée par l'ARC. Ça a été une partie des choses qui lui ont été reprochées. Et puis, comme on peut le voir, il est docteur honoris causa de l'université de Tel Aviv et de l'université de Charleston aux États-Unis. Il a pas mal, il y a eu une époque où il voulait vraiment se lancer aux États-Unis au fait de sa gloire. Il a commencé à faire des choses là-bas et ça n'a pas marché d'ailleurs. Mais il est docteur honoris causa, donc un docteur honoris causa, c'est pas un vrai docteur, c'est pas quelqu'un qui a un doctorat. C'est un ensemble de trucs que font les universités internationales pour lubrifier la diplomatie entre services, ce genre de choses. C'est un titre honorifique, c'est un titre de docteur honorifique. Sachant que Rosemarie a pas arrêté de laisser planer un peu le doute et aimait beaucoup se faire appeler professeur alors qu'il n'était qu'ingénieur. Plus que planer le doute, même. Il présente sur sa carte de visite, il se faisait appeler docteur. Il usurpait pas mal l'autorité. Ce qui augmentait sa crédibilité auprès du grand public. Mais du coup, vous pouvez vous demander comment est-ce que quelqu'un qui n'est pas du tout scientifique de métier s'est retrouvé à ces hautes responsabilités au CNRS et s'est retrouvé à diriger un petit peu pendant quelques années. C'est à partir du CNRS qu'en fait il a tout obtenu. Donc comment il est rentré là-bas ? Eh bien, il est rentré là-bas. N'ayez pas trop peur, cette photo ne peut pas vous faire de mal.
Voilà, quand tu es ministre de la 4ème République et que ton photographe te veut du mal, mais est très doué, ça donne ça. Je vous présente André Marie, qui était un ami de la famille de Jacques Rosmarie. Parrain, non, de Rosmarie. Peut-être bien, je ne... Il me semble, de mémoire, mais bon, je ne sais pas, qui est un ancien ministre indéboulonnable de la 4ème République. Ah si, totalement déboulonnable. Il n'a pas arrêté d'être déboulonné. Juste, à chaque fois, il redevenait ministre immédiatement après. Il a été ministre d'absolument tout, de la médecine à la justice, à l'agriculture. Assez longtemps à la médecine, je crois. Assez longtemps à la médecine, je l'admets. Il a été très éphémère président du Conseil pendant un été. Donc c'est l'équivalent du Premier ministre de l'époque, le chef de gouvernement, le président du Conseil, en gros. Très éphémère, à peu près beaucoup de choses, parce que les gouvernements à l'époque n'arrêtaient pas de sauter. On est pendant la 4ème, et donc c'est un ami proche de la famille Rosmarie, et c'est lui qui l'a placé au CNRS. Le petit coup de piston. Il était de quel côté? Quel bord? Il était radical. De ce que j'ai vu, au vu des gouvernements auxquels il a participé, j'ai l'impression qu'il penchait plutôt vers la droite, mais pas sans doute beaucoup. Et puis on était à la les radicaux de gauche, centristes, droitistes. Alors André Marie, il y a eu une session des radicaux, et justement lui était dans la session qui penchait plutôt vers la droite. Par contre, Jacques Rosmarie lui-même a été candidat aux élections législatives en 58, donc il a eu aussi un intérêt et un début de carrière dans la politique qui n'a rien donné dans la mesure où il n'a pas été élu, mais il a tenté plusieurs fois. Dans les radicaux de gauche, alors je ne sais pas si c'était avec le parrainage d'André Marie, qui lui était plutôt dans l'autre branche des radicaux, les Valoisiens on va dire. En tout cas, il va cultiver ses réseaux à tel point que Roger-Louis Cazalet, vice-président de l'Ordre des experts comptables et qui avait expertisé la comptabilité de l'ARC, donc un grand nom, déclarera les fonctions de contrôle de l'ARC pour inspirer le monde associatif en général. Quelque chose qui a mal vieilli. Voilà. Mais il faut un petit peu parler du contexte. Dans les années 70-80, surtout les années 80, on est vraiment dans le lancement de ce qui est devenu le charity business. Partie 2, la naissance du charity business. Il y a toujours eu des dons, des quêtes, souvent d'origine religieuse, mais qui ce barbu ? Mais pas que. Mais on est dans un monde qui devient de plus en plus médiatique. Des gens lancent des appels, donc ce barbu qui se ferait... Sans doute un islamiste. Voilà. C'est l'abbé Pierre. Je m'en souviens vieux, mais il a été jeune. Il a été jeune. À l'époque où il a lancé son appel, en février 54, il ressemble à ça. Contre les sans-abri. Les sans-abri. D'aide aux sans-abri. D'aide aux sans-abri, tout à fait. Il va y avoir aussi des catastrophes comme la rupture du barrage de Malpasset qui vont commencer à passer non seulement dans les journaux mais à la télévision, donc gros, l'opinion publique va être... d'utiliser le mass média pour concentrer la charité sur certaines causes. Il va aussi y avoir des incitations fiscales qui vont aller dans ce sens-là. On va y avoir d'autres grosses campagnes de dons comme le Téléthon qui vont être lancées. Médecins sans frontières en 71 par Bernard Kouchner. Un peu plus tôt, l'ARC en 62. Mais l'ARC n'est pas du tout la première association qui va financer la recherche contre le cancer. Il y a déjà la Ligue contre le cancer qui est une association bien plus vieille. L'ARC et la Ligue contre le cancer vont un petit peu se livrer une guéguerre. Si peu. Dans les années 80, ils vont mener des campagnes ensemble, par exemple, et Jacques Rosmarie va tenter de voler, enfin va même réussir, je crois, à récupérer la liste des donateurs de la campagne en question et peut-être de la Ligue au passage, en ne partageant rien à la Ligue. Et ça, mais je pense qu'on en parlera plus tard, les campagnes comparatives. Ouais, alors... Il commence toujours en enrobant ça en mode... Tout le monde lutte contre le cancer, et c'est bien. Ouais, c'est nous, bien. C'est mieux. Mais voilà, mais nous, c'est mieux. Et... Par exemple, il avance que la Ligue ne donne que 50% de ses dons à la recherche pour le cancer, alors que l'ARC en donnerait 70%. Bon, ça va venir beaucoup plus tard. Déjà, on va découvrir que c'était complètement faux, mais en plus, c'est assez malhonnête parce que la Ligue, c'est aussi une association de malades. Elle vise pas que à faire de la recherche contre le cancer, tandis que l'ARC... Elle fait de l'accompagnement, elle fait du soutien, elle fait du... L'ARC, c'est vraiment juste censé être là que pour la recherche. Voilà, l'ARC est fondé dans l'ombre du centre de cancérologie de Villejuif. De Villejuif, tout à fait. Ça montre bien le côté extrêmement rapace de Jacques Rosmarie, qui s'est mis à voir
l'argent qui partait contre le cancer, mais pas chez lui, comme de l'argent qui lui était volé, limite. Exactement, ce qui est vraiment surprenant pour de l'associatif et pour quelqu'un qui déclare qu'il s'est lancé dans la recherche contre le cancer parce que sa fiancée est morte d'un cancer et donc qu'il voulait faire ça pour que ça n'arrive plus, pour que ce genre de choses... Il se présente vraiment, c'est un roi de la com. Du violon, hein, excusez-moi. Ouais. Exactement. Et justement, l'ARC va mener plein pot ce jeu du charity business en 1960. Charity show business. En 1971, ils vont organiser un match de foot avec l'équipe de l'OM contre l'équipe de Pelé, avec Brigitte Bardot qui lance le match. En 1975, donc 10 ans avant les Enfoirés, ils vont rassembler tout un tas d'artistes pour rassembler des dons pour la lutte We Are contre the World le leur a tout pompé. Ouais. Alors je ne sais pas si les gens en question sont connus ou pas. Moi je les connais pas, mais j'ai pris ceux qui arrivaient. T'as choisi ceux qui sont à peu près qui ont survécu. Bon alors pardon, ils n'ont pas tous survécu physiquement, mais on se souvient à peu près de. Ok, j'ai pris les premiers de la liste. Bon, Julien Clerc, très surfait, on le sait bien, mais bon. Donc, dès 1976, l'ARC récolte chaque année 18 millions de francs. En 1990, ils sont à 90 millions de dollars. Ne me demandez pas pourquoi, là, j'ai trouvé les chiffres en dollars. Et entre 1990 et 1993, ils vont ramener 1,9 milliard de francs. Donc, 1,9 milliard de francs, ça fait, en 3-4 ans, ça fait de l'ordre de 600 millions par an. Donc, ça fait une belle courbe exponentielle. Ouais, c'est assez énorme. En 1994, alors qu'en 1994, il commence à y avoir un certain nombre de rumeurs, il commence à avoir mauvaise presse, etc. Donc ils sont peut-être pas à l'apogée, mais pas loin. Ça doit être 1993, j'imagine. Pas sûr. Enfin bon, là, on est proche de l'apogée, en tout cas en termes de dons. Et à cette époque, ils sont numéro 2 des associations que référencent 50 millions de consommateurs. Le premier étant le Secours catholique et la troisième étant la Ligue contre le cancer, qui bénéficie peut-être un petit peu de ce nouveau business de la charité et de la com que fait Jacques Rosemary. Toute la com que réussit l'ARC forcément entraîne de l'argent aussi vers eux. C'est d'ailleurs ce qui l'énervait. Et on va avoir toute cette professionnalisation d'autres associations qui vont employer des boîtes de com. Genre, par exemple, quand à l'heure actuelle, on vous démarche dans la rue, qu'on vous demande de l'argent, les gens en sac à dos pour, je ne sais pas... qui te demandent un RIB Médecins du Monde, disons. C'est des gens qui sont des professionnels. En fait, c'est pas des volontaires de Médecins du Monde. Généralement, c'est des gens payés par c'est des prestataires externes. Professionnels, ce sont des gens payés au SMIC, mais derrière la boîte de qui organise le truc, eux sont des professionnels qui les organisent. Voilà, ça date de cette époque, c'est pas forcément... Enfin, il y a du bon et du mauvais, hein, c'est pas nécessairement tout noir, mais voilà. Partie 3, le fonctionnement de l'ARC. Alors, du coup, comment est-ce que se passe le financement de la recherche ? Ça marche un petit peu dans le même sens. Il y a aussi un star system au niveau du financement de la recherche. Rosemary pose régulièrement avec des grands professeurs, des professeurs stars. Il augmente ce que l'on appelle le mandarinat en sciences. Le mandarinat en sciences, c'est des grands professeurs d'université qui vont concentrer un petit peu tous les pouvoirs, qui ont énormément de financement et qui règnent en maître sur leur petit bout d'université. Généralement, sont pas les gens les plus sympathiques du monde, ni les plus qualifiés au final, mais ceux les qui plus ont qualifiés, réussi à bien contrôler le truc, quoi. Une énorme opinion d'eux-mêmes, etc. Est-ce qu'il y a un certain hôpital à Marseille qui me fait penser à ça? Je sais pas pourquoi. Oui, on peut tout à fait penser à Raoult à ce niveau-là. C'est toi qui dis son nom, pas moi. En tant que mandarin. Après, c'est pas forcément... Il y en a aussi qui sont très, compétents. Hein. Mais en tout cas, c'est la concentration des pouvoirs dans le monde de la recherche et une forme de népotisme. Voilà. C'est-à-dire des gens qui ont tous les pouvoirs et qui font un petit peu ce qu'ils veulent. C'est un artefact de quelque chose qui se forme un peu spontanément dans la recherche parce que les gens ont besoin de stars, de personnages référents. On considère qu'il y a beaucoup moins ça maintenant, quand même, et que la recherche s'organise un petit peu mieux et différemment. Et il y a eu une volonté active du monde de la recherche de limiter le mandarinat. Justement, de décentraliser un petit peu, d'avoir des mécanismes de financement qui ne sont pas concentrés juste par une personne indéboulonnable ad vitam aeternam. Ça se passe
à mon avis, mieux maintenant qu'à l'époque de Crosby, mais à l'époque de Crosby, on est en plein dedans, et donc il pose avec des grands professeurs qu'il a été voir à l'époque où il était au CNRS et qu'il lançait l'ARC, en leur disant il faut qu'on rassemble de l'argent pour la recherche contre le cancer, et il crée l'ARC avec l'accord de ces personnalités. D'ailleurs, l'ARC au début est destiné juste à financer l'Institut de Villejuif, et puis progressivement il va prendre de plus en plus de place. Ce qui va bien avec ce népotisme, c'est qu'on va se rendre compte plus tard que 25 à 50% des dotations de l'ARC sont gérées par Jacques Crosby lui-même, en personne. Sans comité, sans qui que ce soit qui relie, sans... c'est ce que tu me dis, c'est lui qui décide du jour au lendemain, il finance quelqu'un, quoi. Alors, peut-être pas exactement du jour au lendemain non plus, non, mais pas loin. En tout cas, oui, c'est lui qui décide seul de qui va être financé. Et puis on le verra plus tard. En gros, la plupart des gens qui bossent à l'ARC ne comprennent pas exactement le fonctionnement de l'ARC, ce qui est bien pratique pour Jacques Crosby. Et au final, le fonctionnement de l'ARC, très cloisonné. Très cloisonné. Au final, tout passe par Jacques Crosby à un moment donné ou à un autre. L'ARC va aussi proposer une certaine gestion de l'administratif pour les chercheurs. Typiquement, des chercheurs vont envoyer directement leur facture à l'ARC qui va régler ça avec les prestataires directement pour eux, mais ce qui permet éventuellement des magouilles avec les prestataires, comme ce dont je parlais tout à l'heure, la double facturation. Surfacturation. Mais on comprend que du côté d'un chercheur, c'est cool de ne pas avoir à s'occuper de l'administratif. Et puis, ils vont faire, au niveau du financement de la recherche, tout un tas d'investissements à perte. Alors, il y en a certains qui se justifient, je pense. Ouais, on sait jamais quand on investit dans la recherche ce qui va marcher ou ce qui ne va pas marcher, mais là, ça va être des investissements à perte du style, il y a un institut qui est de Villejuif qui est dans les petits papiers de Jacques Crosby. Ils ont un projet d'ouvrir, je ne sais plus, un nouveau bâtiment qui doit s'appeler le bâtiment Jacques Crosby. Et puis ce directeur va partir et être remplacé par quelqu'un d'autre beaucoup plus hostile à Jacques Crosby, qui ne va pas accepter de le nommer, que son truc soit nommé du nom du président de l'ARC. Et du coup, Jacques Crosby va lui couper les financements, ce qui va arrêter le projet en cours dans lequel de l'argent avait déjà été investi, où il y a un institut de traitement au laser qui est très très mal préparé, où on vérifie pas que la théorie derrière a des chances de marcher. Enfin, il y a une volonté de se diriger globalement vers de la com dans les financements de la recherche, plus que de se diriger vers de la recherche. Andy dans le chat demande: mais c'est une assoce, il y a des limites à la concentration des pouvoirs, il doit y avoir un trésorier et accessoirement un CA probablement. Alors, oui, c'est une assoce. Les règles de fonctionnement des assos étaient plus flou à l'époque, on va le voir après. Néanmoins, j'imagine qu'il y avait un trésorier, mais il y avait une espèce d'ambiance de terreur autour de Jacques Crosby. Le conseil d'administration, c'était des gens qui lui étaient redevables parce qu'il les finançait, et globalement, tout le monde a validé ce qu'il disait. Toutes les dépenses avaient un vernis de vraisemblance, en fait. Je veux dire, ils investissaient énormément dans la com, mais à côté, la com rapportait une blinde. Ils faisaient des fausses factures, mais l'assoce en elle-même, elle voit juste que la facture est partie. Elle voit pas que la facture est fausse. Il y a eu quelques tentatives de rébellion, en vrai. Oui. Mais alors, soit c'était l'un des fondateurs qui devait pas être plus honnête que Jacques Crosby et qui s'est fait mettre au placard chez l'un des prestataires de l'ARC, où il devait toucher une belle rémunération. Mais voilà, il y a eu une petite guéguerre interne où à un moment donné, il a tenté de prendre le contrôle de l'ARC devant Crosby, de ce que l'on comprend. Et il y a une autre personne qui s'est fait juste éjecter de l'association. Et sans doute d'autres, mais il y a au moins ces deux-là que j'ai en tête. Et puis, il va y avoir ce qu'ils appellent des comptes de laboratoire. Il y en a beaucoup, il y en a 1149, c'est la plupart des chercheurs qui sont financés à un niveau quelconque par l'ARC ont un compte laboratoire à l'ARC. Et le compte laboratoire à l'ARC, c'est un truc hyper pratique dans la mesure où normalement, dans la recherche, on est financé pour quelque chose de particulier. Genre, quand il y a un crédit pour acheter de l'équipement, il ne peut pas être utilisé pour payer du personnel. Il y a souvent des procédures administratives qui sont assez complexes, qui passent par l'administration, du laboratoire, de l'université, ce genre de choses. L'ARC va fournir des comptes laboratoires aux chercheurs où ceux-ci peuvent
piocher pour financer tout un tas de choses directement sans rendre compte à leur laboratoire et en ayant un retour absolument immédiat. Genre, ça va être hyper pratique, j'imagine, pour les situations d'urgence, les imprévus, faut payer une extension, la centrifugeuse vient d'exploser, il nous en faudrait une autre. Qui n'a pas cramé sa centrifugeuse un vendredi soir juste avant ta conf. Voilà, tout de suite. Et l'ARC fournit ce système qui est en vrai, donc il est pas mal critiqué dans la presse de l'époque, etc. Mais en vrai, c'est plutôt pas mal comme système. Il y a pas mal de chercheurs qui aimeraient aujourd'hui avoir un contrôle qui soit... Confiance aux chercheurs est une bonne idée aussi. Ouais, plutôt a posteriori qu'a priori. Mais t'imagines bien vous imaginez bien que si jamais c'est cumulé à du népotisme et que les comptes laboratoires sont attribués à la gueule du client par Jacques Rosmarie, il y a un petit souci derrière. Dans les autres trucs qui sont un petit peu plus ambigus et qui vont pas mal être critiqués dans la presse de l'époque, l'ARC va organiser ou financer un certain nombre de conférences assez dispendieuses dans des endroits... potentiellement assez sympathique et exotique. Ça va mal passer. Je sais pas si c'est si choquant que ça, en vrai. Ça fait partie de la recherche scientifique, malheureusement. Ouais. Je dirais même pas nécessairement malheureusement. Pour moi, les conférences, ça fait quand même partie du monde de la recherche et c'est assez important pour échanger des idées, ça joue un rôle qui est difficilement remplaçable. Bon, maintenant, on est en train de le remplacer contrainte et forcée avec le Covid. Mais bon, personnellement, j'ai pas une vision si négative que ça. C'est une question Après, de degré. c'est une question de degré. Et je ne sais pas exactement quelles étaient les conférences que finançait Jacques Rosmarie. C'est sûr que si jamais il payait un mois aux Seychelles... à des gens qui ensuite allaient promouvoir l'ARC à leurs patients mourants... Andy me dit, c'est pas dans le chat, c'est pas pareil les cons scientifiques comme on connaît nous et les trucs genre congrès de médecins. Ouais, bah, sûrement. Mais bon, ça fait partie de la vie médicale quand même. Il y en a un peu, il y a des abus, mais bon, c'est pas non plus... Mais j'imagine que ça doit au minimum un petit peu jouer ce rôle d'échange intellectuel et j'imagine que c'est quand même plus une manière de comment sont organisées ces conférences que l'existence même des conférences, on va dire. Mais bon, ça c'était l'activité légitime en fait. Voilà. Techniquement, enfin. Ça, c'est ce qui fonctionnait bien, en fait. Ça, c'était les bons côtés. Parce que, vous l'imaginez au titre qui apparaît à l'écran, il y a eu du détournement de fonds. Partie 4, les dysfonctionnements de l'ARC. On s'est rendu compte qu'il n'y avait que 27% des dons qui étaient consacrés à la recherche, donc les dons qui étaient énormes, plusieurs milliards sur 3 ans, sur 600 millions par an à sur peu la près, fin, ouais, 600 millions par an sur la fin. Seulement 27% qui sont consacrés à la recherche. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que l'ARC dépensait énormément d'argent dans sa communication. C'était de la communication de guerre en plus, c'était très intense, très efficace. Ouais. Ça visait à récupérer d'autres contributeurs, principalement. ROI. Ils dépensaient de l'argent pour avoir davantage d'argent. Bon, ok, ça peut se comprendre éventuellement, mais 70% dépensés là-dedans contre 27% dépensés dans la recherche effective. Vous comprenez qu'il y a un souci. Et puis, on va se rendre compte aussi qu'il y avait des détournements massifs entre 200 et 300 millions de francs et que ça se passait par le prestataire principal, International Development, qui était géré par Michel Simon, un ami, entre de multiples guillemets, de Rosmarie. Un ami à 300 millions de boules, c'est même un ami très cher. Alors, un ami à 300 millions de boules en termes d'argent détourné, mais les sociétés de Michel Simon ne vivaient quasiment que des contrats avec l'ARC. International Development. Qu'est-ce qu'il faisait ? C'est quoi cette charmante petite fille qui traîne un ourson plus grand qu'elle ? Parce qu'en fait, International Development faisait deux choses. C'était des vendeurs de jouets. Ils avaient des magasins de jouets. C'était une compagnie de magasins de jouets qui luttait contre le cancer. Et le principal prestataire de l'ARC, leur principale source d'argent, il y a eu 1 milliard de francs de contrats entre eux et l'ARC entre 1988 et 1995. Donc tout l'argent de l'ARC ne passait pas vers International Development, mais c'était assez massif. Ils étaient entourés d'une nébuleuse de sociétés et eux-mêmes faisaient 34% de marge, ce qui a beaucoup choqué à l'époque. Pendant qu'on en discutait, tu m'avais dit ça m'avait pas choqué. Par exemple, en ce moment, on a le procès Big Malion qui n'a pas été jugé avoir des marges abusives à 27%, qui était le prestataire principal du parti Les Républicains lors de la campagne et où beaucoup d'argent a disparu. Mais en fait, ensuite, je suis allé regarder un peu plus en détail. En fait, ils achetaient du papier chez un imprimeur, le double du prix. Ils le revendaient le quadruple. L'imprimeur renvoyait des dessous de table. Enfin, le 34% de marge est en fait très énorme dans certaines de leurs activités. Sachant qu'à la fin, on va se rendre compte que le fichier des donateurs de l'ARC est possédé par l'une des filiales d'International Development.
Development, C'est normal. SQ2. Donc l'ARC est vraiment géré comme une entreprise. D'ailleurs, est-ce qu'ils ont réussi à le récupérer ? Alors, ils ont réussi à le récupérer quand même, mais ils ont pas mal galéré. Il y a eu vraiment après la chute de Croze-Marie, ils se sont aperçus qu'ils n'avaient pas leur fichier de donateur, quoi. Ce qui est assez fou, quoi. Clairement, on se rend compte que Croze-Marie faisait limite davantage confiance à International Development. J'espère qu'on vous a pas spoilé en vous disant que Croze-Marie allait finir en tôle. Il va y avoir énormément de cash en liquide qui va circuler dans tous les sens. On verra un petit peu comment après. Et Michel Simon lui-même va se faire rénover sa villa pour 7 millions de francs, par exemple. Partie 5, le pactole de Jacques Croze-Marie. Jacques Croze-Marie, le grand Jacques. Il est beau. De son côté, va finalement être condamné pour seulement, entre guillemets, 10 millions de francs. 10 millions de francs de bénéfices personnels, en fait. De bénéfices personnels, exactement. Officiellement, il va se défendre en disant que c'est sa mère qui lui a légué énormément d'argent en liquide, qu'il ne faisait pas confiance aux banques. Sa pauvre mère. La fameuse défense Balkany. Il va y avoir le circuit de rétrocommission, entre guillemets, où des prestataires d'International Development vont payer Jacques Croze-Marie pour du conseil. On rappelle que techniquement, il est censé être bénévole. Il était bénévole à la tête de l'ARC. À la tête de l'ARC, mais il va toucher un salaire de, par exemple, 70 000 francs de consultant. Il a aidé à faire une étude contre l'impuissance qui impliquait de s'injecter un liquide directement dans la verge. J'ai la vision, tu vois, les mecs tellement riches avec tout l'argent volé, ils sont sur une table avec des liasses de billets, et puis tous les mecs bourrés autour lui disent « Allez, et pour combien de millions tu t'injectes ça dans la bite ?» Pendant qu'il est en train de se faire, ils se font « Ouais !» Allez, 10 000 par cheveux arrachés, 10 000, 20 000, 30 000 Vois que ça. Il a aussi fourni une fausse étude à quelqu'un qui voulait savoir si on pouvait vendre du camphre en Inde, sachant que ça vient d'Inde, il me semblait, donc ça, c'était un peu zarbe. Alors j'en profite pour faire une micro-parenthèse, c'est pas moi qui ai écrit ces slides parce que Bandol, c'est à côté de chez moi et c'est sans eux. My bad. La villa de Bandol, les travaux que va effectuer Jacques Croze-Marie et donc que vont payer les différents prestataires de l'ARC, je crois qu'il y a 2 millions qui sont effectués sur son petit appartement parisien très sobre et très simple et 4 millions de francs sur sa villa de Bandol. Et je crois, Adrien, que tu voulais nous parler un petit peu de sa villa de Bandol. C'est des travaux. Alors donc, la villa de Bandol, vous pouvez la voir à droite, la seule image qu'on ait réussi à trouver, licenciée par des Américains, dont il venait visiter les travaux au volant de sa Lamborghini Diablo. Les ouvriers qui travaillaient sur le chantier, en fait, disaient que ça les surprenait un peu de voir l'homme qui leur demandait de donner de l'argent contre le cancer à la télé débarquer en Lamborghini. Ça n'allait pas trop avec son image. Dans l'ARC, il y avait beaucoup de travaux d'aménagement. Ils construisaient des nouveaux Welzel aux hôpitaux. Et du coup, les travaux de la maison de Croze-Marie n'étaient jamais faits par des ouvriers locaux, mais par des ouvriers parisiens qui, des fois, prenaient l'avion pour aller repasser un coup de peinture. Et à chaque fois que Croze-Marie, en fait, trouvait que sa petite maison sur la colline n'était pas assez bien, il venait rajouter quelque chose. Alors d'abord, ils sont venus installer une piscine. Ensuite, il a trouvé que sa piscine était un peu froide. Du coup, ils sont venus installer des panneaux solaires. Ensuite, il trouvait qu'il en avait marre de perdre le journal de TF1. Donc, il a fait rajouter un moteur sur son antenne télé pour qu'elle tourne toute seule. C'était des ouvriers en fait qui du coup venaient de Paris pour éviter qu'ils parlent avec les ouvriers locaux et repartaient direct, généralement immédiatement après avoir fait leurs travaux. Tout ça était payé en liquide ou alors était rajouté aux factures d'International Development. Néanmoins, Croze-Marie, qui en fait était un homme bien, insistait pour payer un petit quelque chose des travaux, parce qu'il se disait que ça passerait sans doute mieux. Généralement, il payait un 20e, voire un 40e de la vraie somme, ce que je trouve joli. Il va se défendre au procès en disant « Mais comment ça, c'est de ma faute si des gens payent pour moi ? Moi, je n'étais absolument pas au courant, j'étais naïf, je pensais que ce que j'avais payé suffisait largement à couvrir les travaux. » Ce billet de 500 francs que j'avais posé sur la table, je pensais que c'était totalement... Et que le truc plus glauque. Donc le procès va globalement... Pas grand monde n'aime Jacques Croze-Marie et assez rapidement ça va devenir assez tendu entre lui et Michel Simon, et quand il va dire ça, Michel Simon va lui répondre assez vertement, ou va répondre à la présidente qui devait retranscrire les propos de Jacques Croze-Marie assez vertement en disant mais comment ça, vous imaginez que moi j'irais imposer à Jacques Croze-Marie son personnel de maison qui travaille pour lui jour et nuit, et pour certaines d'entre elles essentiellement de nuit,
Et c'est là qu'on arrive à un autre truc qui est sans doute la partie la plus glauque de l'histoire. On va se rendre compte lors du procès qu'il va y avoir 2 très jeunes femmes, alors que... Employé de lui. Jacques Rosemary approche les 70 ans à cette époque, qui vont avoir... Elle, 18-19 ans. 18-19 ans, 20 ans je crois. Qui vont être payés par Michel Simon pour, de ce qu'elles expliquent, passer leur nuit avec Jacques Rosemary, et pour l'une d'entre elles qui ne s'attendait a priori pas du tout à ça. Alors le truc, c'est que les mœurs de l'époque font que c'est pas du tout vu comme quelque chose de central dans le procès, mais ça a l'air encore loin de MeToo et extrêmement glauque. En fait, encore une fois, ça n'a pas été enquêté à l'époque. Beaucoup des commentateurs en fait qui le fréquentaient disent que dans son organisation de travail, il s'entourait uniquement de femmes jeunes et belles et qui faisaient beaucoup de choses pour les impressionner tout le temps. Pour repréciser un peu le contexte, en gros, durant le procès, ça a été tourné façon emploi fictif à ses maîtresses. Bon, finalement, la nana n'a pas été condamnée parce que le tribunal n'a pas eu le cœur de la condamner au vu de la situation. Et c'est passerait de nos jours, je pense qu'il y aurait beaucoup de choses qui seraient sorties sur ce sujet-là dans sa vie privée et de ses 2 employés. Partie 6. La défense de Jacques Rosemary avant le procès. Alors, comment est-ce que Jacques Rosemary va se défendre ? Il va mener un certain nombre de campagnes de com. Avant le procès, en fait, quand l'enquête est sortie. Oui, quand on est plutôt au stade de rumeur, il va se débrouiller pour que des chercheurs le soutiennent publiquement. Il va mener ses publicités comparatives pour essayer d'enfoncer la Ligue contre le cancer. Il va tenter d'utiliser toutes les voies légales pour annuler l'enquête qui a été effectuée. D'ailleurs, il a réussi une fois. Ouais. Et puis, il va se défendre avec des discours qui sont, pour moi, un petit peu absurdes, du style il y avait 561 millions dans la trésorerie quand je suis parti. Vous avez déjà vu un voleur partir en laissant 561 millions dans la caisse ? Ah oui, non, mais c'est les mecs qui exterminent leur famille, tu sais, j'ai tué 3 de mes enfants, mais quand je suis parti, il en restait 5 de vivants. Vous avez déjà vu un tueur d'enfants en laisser 5 vivants ? Et puis, il va faire preuve, en quelque sorte, d'intimidation. C'est-à-dire qu'on va voir que son discours avec la Cour des comptes, donc il va mener son enquête, il les accueille en disant « Oui, vous venez ici à ma demande express, et je suis sûr que des magistrats comme vous ne vont pas briser la légalité, sinon je serai en mesure d'interrompre immédiatement le truc. » Enfin bon, votre enquête. Ouais. Oui. Heureusement, Jean-Michel Cour des comptes n'est pas à se laisser intimider. Partie 7, la défense de Jacques Rosemary pendant le procès. Et une première tentative, ça va être simplement d'expliquer que oui, il a bien touché de l'argent, mais pour des prestations bien réelles, dont malheureusement, il a perdu toute trace. Donc ça, c'était ce dont on parlait tout à l'heure, le fait de s'être injecté un il produit dans la verge. Il a vraiment fait une étude de consultant en s'injectant des trucs. Alors, c'est assez absurde. On n'imagine pas le président de l'ARC être payé 10 000 € par mois pour s'injecter un produit. Une compagnie pharmaceutique qui ferait appel au président de l'ARC l'utiliserait pas comme ça. Enfin, ça n'a pas de sens. Le professeur Fourtillon s'insurge. Ça lui semble tout à fait crédible, ce genre d'étude. Il va se défendre donc avec un discours autour de c'est un héritage, c'est ma mère qui m'a légué tout ça, elle était très discrète. Son petit compte en Suisse, elle s'en servait pour aller faire ses courses. Et puis il va aussi avoir un discours en mode vous comprenez, quand on fait de la prévention, c'est aussi de la recherche pour justifier le fait qu'on n'arrive pas du tout à ces 70% qu'il annonce en termes de recherche contre le cancer. Et puis pendant le procès, il va jouer au malade. Tout d'un coup développer des maladies exactement la veille des conventions. Selon la presse de l'époque, il va avoir un certain nombre de certificats de complaisance. Il va aussi être extrêmement arrogant. On retrouve c'est une méthode. Une citation, pas exacte, mais il se moque de la juge, en fait, en mode blablabla, blablabla, vous n'étiez pas présidente de l'ARC, pourquoi est-ce que vous dites qu'il y avait de la corruption ? Seul moi le sais. Enfin, mec, alors déjà blablabla, blablabla, pour parodier le discours de la juge, c'est violent, et puis... non mais j'admire énormément. Moi, sérieusement, le jour où je prends un procès, je vais venir avec une marionnette à l'effigie du ou de la juge et je ferai blablabla à chaque fois qu'elle parlera. Et puis, bon, il y a quelque chose qui est très pratique pour Jacques Rosemary, mais aussi pour Michel Simon, c'est Pascal Sarda. Pascal Sarda, c'est l'autre dirigeant d'Heidi, et a priori, il était plutôt dirigeant de la filière jouets. A priori, c'était un honnête vendeur de jouets. Un proche de Michel Simon, il était un petit peu plus jeune, c'était Michel Simon qui l'avait formé, etc. Et
Et officiellement, au procès, c'est lui qui détournait tout l'argent. Pourquoi ? Parce que Pascal Sarda est mort en 1995, selon certains journaux de l'époque, dans des circonstances suspectes, mais ça revient pas beaucoup. Il est mort dans un accident de voiture. Et du coup, sa mort, qu'elle soit accidentelle ou non, était assez pratique pour les autres personnes impliquées, vu que ça permettait d'avoir un bouc émissaire qui pouvait pas nier et qui ne risquait pas non plus de les contredire. Oui. Quand même, je veux dire, les mecs volent de l'argent à des malades du cancer et ont une compagnie de magasins de jouets. Ils sont littéralement à deux doigts d'être les méchants d'un film de Noël dont le héros est un chien. Voilà, c'est fini pour cette partie. Il reste une deuxième partie du live que normalement je vais essayer de vous diffuser dans quelques semaines, quelques années. Mais avant toute chose, je vais essayer de vous faire mon parallèle avec ce qui se passe aux États-Unis. Ça vole pas forcément très haut. Globalement, ce qui est en train de se passer, c'est que Trump et Musk sont en train de désosser l'aide au développement, c'est USAID, une bonne partie des systèmes de redistribution. Généralement, le discours libertarien, c'est que ce genre d'organismes étatiques sont inefficaces et qu'il faut le remplacer soit par la liberté d'entreprendre, le marché, soit par de l'associatif, du mécénat qui serait plus efficace parce que soumis à une forme de marché dans la mesure où la population va donner à la meilleure association celle qui est la plus efficace. Typiquement, l'ARC, c'était un organisme qui se substituait au financement de la recherche contre le cancer. L'Abbé Pierre, Emmaüs, ça se substituait au fait de donner un logement aux pauvres, à lutter contre l'extrême pauvreté. C'était de l'associatif qui apparaissait comme extrêmement vertueux et dirigé par un leader charismatique, tout-puissant dans ce contexte. Le tout avec assez peu de contrôle et des contrôles très compliqué à mettre en place parce que justement qui va aller venir contrôler ces pauvres gens qui font ça pour le bien de tous et bénévolement. Le tout avec des gros coûts aussi au niveau de la com parce que si le financement n'est pas étatique, n'est pas fait par l'impôt, il faut aller le chercher et pour aller le chercher il n'arrive pas magiquement, en fait faut aller activer, faire une campagne de com, tandis que quand on est dans le cadre de quelque chose d'étatique, il est assez naturel que ce soit contrôlé. Alors, je dis pas que c'est parfait et que c'est aussi full good d'un côté, full bad de l'autre côté. Le fait de mettre en place des autorités indépendantes, justement comme la Cour des comptes dont on va parler dans la partie 2, pour contrôler l'action de l'État et aussi contrôler ce genre d'initiative associative, ça a mis un moment à arriver. Et puis, pareil, l'État peut dépenser aussi de l'argent en communication, bien sûr, mais je pense pas dans les mêmes proportions. Alors, j'ai bien conscience que là, je tisse ma toile à partir d'un exemple qui est juste une anecdote. Il y a d'autres associations qui ont été auditées en même temps, on le verra dans la partie 2, pour qui ça s'est beaucoup mieux passé. Mais je trouve que c'est quand même un exemple assez parlant et que se dire qu'on va pouvoir remplacer le financement public, à mon avis, ça ne marche pas.